Alors, bonjour tout le monde, on va commencer. Merci d'être là, quoique pour certains, certaines, c'est forcé parce que ça fait partie d'un cours. Je retiens d'ailleurs que je ne fais pas ça souvent, cours plus conférence, là, ça fait un peu beaucoup dans la même journée. Bonjour à l'UQAM, bonjour à l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est une conférence qui sera donnée par deux personnes, moi-même et Olivia, donc chose rare, mais je me fais ma propre introduction. Je suis rattachée au département de sexologie. J'ai un doctorat en sociologie. Je fais des recherches sur les discriminations et l'exclusion sociale des minorités sexuelles et de genre, particulièrement dans le milieu de travail et en éducation. Je dirige la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres qui a été créée avec des partenaires communautaires, syndicaux et gouvernementaux. Et je dirige actuellement le projet Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ, financé par le CRSH, qui regroupe une équipe multidisciplinaire incluant des chercheurs et des partenaires de la France, de la Suisse et de la Belgique. La deuxième partie de la conférence sera donnée par Olivia Camguin, qui est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, mieux connue sous le nom de ENAP. Son mémoire de maîtrise se penchait sur les barrières à l'accès aux services de santé rencontrées par les personnes trans dans la région de Québec. Ces activités de recherche ont aussi porté sur l'équation des services sociaux et de santé aux besoins des personnes LGBTQ, sur les expériences des personnes LGBTQ migrantes et sur les représentations des groupes minoritaires au sein des administrations publiques. Elle a également travaillé au sein de différents groupements féministes à Montréal. Alors, en première partie, je vais situer le cadre général de la recherche dont on présente ici les résultats. Ensuite, je vais faire ma partie qui est plus sur les luttes pour l'égalité juridique des années 90 et moitié 2000. Et dans la deuxième partie, Olivia va présenter sur l'émergence des enjeux qui touchent les jeunes. Puis à la fin, il y a d'une génération à l'autre dans le titre de la présentation, mais ça va être surtout sous forme de questions qu'on va aborder cette question des rapports, si on l'aborde, en fait, des rapports intergénérationnels. Alors, les résultats qui sont présentés ici viennent d'un corpus. Je m'excuse, madame, je m'excuse, mais il y a un micro encore ouvert, c'est Sylvie à l'UQAM, on entend les feuilles brasser, fait qu'il y a sûrement quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Je m'excuse de devoir Oui. À l'Université de Sherbrooke, est-ce qu'il faut fermer le micro? Vous pourrez le réouvrir pour la période de questions. Sinon, est-ce que ça peut être moi? Est-ce que c'est mieux maintenant, Sylvie? Non? Parce que de notre côté, on n'entend absolument rien. Ouais. Sylvie, ton son est fermé. Ça glisse encore, mais on va continuer parce que je suis désolée, mais j'ai quelqu'un qui n'a pas parlé son micro. Fait juste, on va vous écouter pareil. Merci. Merci. Alors, je disais que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est basé sur une enquête qui est un projet qui s'appelait à l'origine Interreconnaissance, Interrecognition, qui est un projet dirigé par Francine Saillant, une anthropologue de l'Université Laval, et c'est un projet qui veut documenter les apports du mouvement communautaire québécois à la société québécoise, donc les apports du mouvement communautaire à la société québécoise depuis les 50 dernières années et dans différents secteurs qui touchent des groupes minoritaires ou minorisés. En fait, Mme Saillant a conçu ce projet-là après quelques années de règne du conservateur Harper au Canada, puis c'était un peu désespéré de voir effacer la part et l'histoire du mouvement communautaire, donc elle a voulu faire un projet pour le documenter. Les 5 secteurs sont les suivants: femmes, immigration et refuge, santé mentale, handicap physique et LGBT+, financement du CRSH. Alors, Joseph Josy Lévy, qui est un professeur retraité du département de sexologie, et moi-même étions responsables du secteur LGBT, sur lequel ont également travaillé Madeleine Bègue, Piraillé Barbarèche et Olivia Camguin. Dans le secteur LGBT, il y a 37 entrevues qui ont été réalisées avec ce qu'on a fini par appeler des acteurs, actrices, témoins, c'est-à-dire des personnes qui ont eu un rôle clé dans cette période-là, dans des événements ou des actions collectives importantes
et qui ont été reconnus comme tels par un comité de sages. C'est-à-dire qu'on pour dresser la liste des interviewés, des personnes interviewées, on a d'abord, il y a des personnes qui ont fait une liste un peu d'après ce qu'ils connaissaient l'histoire. Ensuite, on a réuni un comité consultatif de personnes qui ont fréquenté le mouvement LGBT depuis plusieurs décennies. Avec ces personnes-là, on a dressé une liste. Puis ensuite, on a aussi comparé avec la première liste qu'on avait faite. On a aussi regardé les prix honoris qui avaient été donnés par le Conseil québécois LGBT pour honorer des personnalités qui s'étaient distinguées dans les dernières années. Puis, il y avait une convergence. Maintenant, entre la liste et le nombre d'entrevues réalisées, il y a des personnes qu'on n'a pas pu rejoindre. Il y a quelques personnes, notamment 2 personnes trans, qui ont refusé de participer. Donc, c'est sûr qu'il y a un décalage entre la liste et les entrevues réalisées. Et on a fini par les appeler acteurs, actrices clés et témoins parce qu'on les interviewe à la fois comme leur rôle dans les actions, par exemple, dans la création d'un organisme ou dans telle lutte pour telle loi. C'est des personnes qui ont été ressorties à cause de ce rôle clé-là, mais aussi comme témoins de leur époque et des problèmes qui se posaient à cette époque-là. Donc, les entrevues ont porté sur leur implication, leur contribution, leur rôle personnel, les actions entreprises, les idées, les valeurs défendues, les moments marquants, le rapport du secteur LGBT avec les autres secteurs, avec d'autres organisations au Québec ou au Canada. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'aborder tout ça, mais les thèmes sur lesquels on va se concentrer, c'est plus la période et les luttes autour de l'égalité juridique. Alors, on a classé les interviewés en 3 générations. C'est un classement approximatif, mais il nous semblait important de le faire. Une génération qu'on a surnommée pionnière, c'est-à-dire qui étaient les premières luttes dans les années 70-80. Une deuxième génération qui a été plus celle impliquée dans les années 1990 à 2005 sur les batailles pour l'égalité juridique. Et la génération 2000 jusqu'à maintenant, qui est plus la génération, c'est pas la génération actuelle, c'est la génération qui a eu un rôle, ces personnes qui ont eu un rôle de leadership reconnu par leur père dans cette période-là, puis la périodisation s'arrêtait à 2012 ou 2013, dépendant des secteurs. Le profil linguistique, c'est 20 francophones, 4 anglophones, 5 allophones. Oui, c'est ça. Donc, pour la langue d'origine. Je vais revenir un peu tout à l'heure sur les limites de l'échantillon. Auparavant, je voudrais préciser que ce n'est pas un travail de reconstitution historique. C'est un travail de mémoire, c'est-à-dire de reconstitution mémorielle. Parce que quand on interviewe les gens, on les interviewait sur des moments clés, des moments importants, des enjeux importants dans leur mémoire. Et on présume que la mémoire se construit à la fois à partir de nos expériences individuelles marquantes. Par exemple, si on vit une discrimination forte, on va s'en souvenir. Mais aussi, si on a une implication forte, on va aussi s'en souvenir. Donc, la mémoire personnelle va se structurer, mais aussi la mémoire collective va se structurer autour d'événements considérés comme marquants et donc qui ont été commémorés, rappelés, et qui vont revenir, qui vont ressurgir. Si on demande à des gens de nous parler des luttes du mouvement LGBT, c'est ces moments-là qui vont ressurgir. Et on les interviewait pour savoir les enjeux, les actions collectives déployées au nom des droits et de la reconnaissance des personnes LGBT. Donc, la mémoire personnelle, individuelle, c'est une mémoire subjective. C'est une mémoire fragmentaire aussi. Évidemment, on n'est pas là pendant 50 ans, même si le projet, lui, sur 50 ans, il y a des périodes où les gens étaient là, des périodes où ils n'étaient pas là, où ils étaient moins directement impliqués. Donc, c'est une mémoire subjective. C'est une mémoire fragmentaire. C'est une mémoire qui fait des erreurs. Moi, j'avais toujours des soucis de retracer les erreurs. Tu sais. Ah oui, il y avait eu 70 recommandations de la Commission des droits de la personne. Oups, non, c'est 41. Fait qu'on l'a rectifié pour ne pas répéter des erreurs de mémoire, mais en même temps, notre corpus, là, comme je vous dis, c'était pas de faire l'histoire, c'était vraiment de se baser, de rester assez proche de la mémoire. C'est une mémoire aussi forcément rétrospective, c'est-à-dire une réinterprétation du passé, et donc qui est structurée à partir de l'ancrage spécifique que des personnes ont eu dans certaines luttes, mais qui aussi, comment on voit ces luttes-là, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui peuvent avoir été sur le plan subjectif un moment important,
mais qui n'a pas coïncidé avec des luttes, donc qui ne prendra pas place dans la mémoire telle qu'on l'a sollicité. Les limites de l'échantillon, je ne me souviens plus si j'ai fait une diapo avec ça. Ah non. Bon, évidemment, c'est un échantillon de petite taille et on a sélectionné des participants. À cause du processus de sélection des participants, les personnes qui sont retrouvées sur la liste, c'est des personnes qui ont eu non seulement une notoriété au sein du mouvement LGBT, mais une notoriété suffisamment durable pour que leur nom soit proposé par leur père lors du processus d'échantillonnage. Autrement dit, je vais vous donner un exemple très concret, une militante du lesbianisme radical comme Danielle Charret, qui est extrêmement importante dans les années 80, qui a quitté Montréal pour Paris à partir du début des années 90 et qui est morte il y a quelques années à Paris. Bon, elle était un peu disparue de la carte pour les militants de Montréal, les militants de Montréal. Et ensuite, elle militait comme lesbienne radicale. Et c'était une forme de militantisme qui n'était pas centrée ou axée sur les luttes pour les droits ou l'égalité juridique. Donc, ce n'est pas un nom qui est ressorti. Okay? Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne présente pas un travail qui reflèterait la diversité des ancrages de militants des personnes, auquel cas il aurait fallu, par exemple, interviewer plus de lesbiennes radicales ou de lesbiennes qui se sont démarquées dans le mouvement féministe, qui ont été lesbiennes, qui ont été impliquées dans le mouvement des lesbiennes dans les années 80, puis après qui ont poursuivi, mais plutôt dans le mouvement féministe. Il y en a qui ont été interviewées d'ailleurs dans le secteur femmes, mais en tant que militantes féministes, pas en tant que militantes lesbiennes. De la même manière qu'il y a des militants gays qui ne sont pas revenus, qui ont eu un rôle important, mais je pense à une qui a eu un rôle important dans le regroupement des femmes d'origine arabophone, mais qui après est retournée vivre au Liban. Bon, mais c'est un peu disparu de la carte. Donc, autrement dit, la façon dont c'était sélectionné favorisait les militants au long cours. On a distingué trois périodes. Encore là, c'est grossièrement, parce que quand on essaie de faire un découpage très précis, c'est difficile. C'est pas coupé au couteau, hein? Donc, les militants des années 70-80 qui se sont mobilisés beaucoup autour des luttes contre la répression policière et les violences policières. Alors que dans cette période-là, la dominante dans les discours qu'on a recueillis, c'est vraiment le terme de l'invisibilité et donc la nécessité de se donner des espaces. Oui, il y avait de la répression policière, oui, il y a eu des lesbiennes qui ont lutté contre la répression policière, mais la thématique qui ressort, c'est vraiment on n'existait pas, il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'espace, donc on a voulu se donner des espaces. Et où on a participé aux luttes féministes et où on a participé à la création d'un mouvement de lesbiennes dans cette période-là. Et la meilleure source, c'est Sortir de l'ombre, le livre édité par Irène Demchok et Franck Remiggi sur cette période-là. La deuxième période, donc celle dont je vais vous parler, ce sont les luttes pour la reconnaissance et l'égalité juridique. Ce sont des luttes menées dans la mixité et où on va assister à la création de coalitions à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement LGBT. Et les années 2000, où étant donné qu'il y a une certaine atteinte pour les LGBT de l'égalité juridique, alors la revendication va se porter davantage sur l'égalité sociale, l'égalité de fait, pas seulement de droit, mais de fait, où on va avoir aussi une certaine institutionnalisation du mouvement. Et ça, c'est absolument intéressant quand on regarde les 5 secteurs que je vous ai mentionnés. Le secteur LGBT est le dernier à se structurer, c'est-à-dire à devenir un mouvement communautaire, c'est-à-dire à faire partie des organismes communautaires reconnus, financés par l'État, alors que d'autres secteurs, notamment handicap, par exemple, ou femmes, se sont structurés dans les décennies 70-80. On est vraiment les derniers, puis on arrive à un moment où l'État coupe. Hein? Donc, ça n'a pas facilité les choses pour le secteur LGBT. Donc, le mouvement s'institutionnalise et apparaissent de nouveaux enjeux, de nouvelles mouvances trans, queer, jeunes et ethnoculturels. Queer, jeune, comme oui, c'est ça, le latino, je connaissais pas. Queer, on se demandait toujours de quoi parler. Du mouvement queer. Donc, ici, ça va être surtout la deuxième période dont je vais parler. Et ça, c'est... oui. Donc, c'est celle où il va y avoir une égalité juridique. Bon, le mouvement queer, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais disons, on voit les Panthères roses, par exemple, qui est un mouvement queer francophone,
qui va se créer en 2002. Après ça, il va y avoir Politicus, c'est les deux mouvements queer les plus structurés, si on peut parler de structure dans le cas du mouvement queer. C'est quand même des mouvances assez organisées. Également, le militantisme autour des communautés ethnoculturelles, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais on va vraiment voir émerger au début des années 2000. On va voir apparaître des associations qui vont se regrouper pour former Multimundo. Multimundo ne survivra pas, donc ils vont être à nouveau renvoyer chacune à leur propre situation. Ces associations-là ont essayé à nouveau de recréer Multimundo à la fin des années 2000, 2009 à peu près, ça n'a pas fonctionné encore, mais les associations elles-mêmes, je pense à Helem par exemple, ou Arc-en-Ciel d'Afrique, sont encore existantes. Donc, aujourd'hui, je vais me centrer sur la période 90. Il y a un chapitre qui va être publié éventuellement dans un ouvrage collectif, puis il va y avoir aussi une exposition qui est en préparation, qui va se promener dans des musées régionaux, puis à l'écomusée du Fiermont, sur les 5 secteurs. Le secteur LGBT va être un des 5 secteurs. Alors, années 90. Alors, ici, mon objectif, si on veut, c'est un peu de contrer certains récits historiques qui se font des progrès des droits. Il y a 2 types de récits que je veux défaire. Un qui présente, c'est un peu le récit qu'on voit dans certains, je vais regarder M. Laine, dans certains livres, documents gouvernementaux, où on voit des dates qui rappellent les droits acquis, l'acquisition de droits, qui sont des dates importantes. Puis c'est un peu présenté comme un progrès de ce qui va de soi. OK, on n'a pas de droit, puis là, on acquiert des droits, puis on acquiert l'égalité juridique, puis les dates sont là, puis comme les dates sont là, puis sans qu'il y ait forcément une explication, bien, on ne dit pas qu'il y a eu des luttes avant, et qu'on présente ça comme si les droits, là, dans notre société, ça progresse inévitablement, puis un peu tout seul, sans qu'il y ait des luttes en arrière. Et l'autre récit qu'on entend, que je veux contrer, c'est plus l'idée que la communauté LGBT massivement aspirait au mariage. Ce n'est pas ce qui ressort, mais comme les gains juridiques se sont faits rapidement à l'intérieur d'une même génération, c'est des gens qui ont connu la criminalisation puis qui ont pu avoir accès au mariage, bon, quand ils étaient beaucoup plus vieux, mais quand même, et à cause de la valeur symbolique très forte du mariage, on interprète souvent ça comme étant rétroactivement, depuis les années 80-90, les gays et lesbiennes aspiraient au mariage. Ce qui n'est pas ce qui ressort des témoignages qu'on a recueillis. Je voudrais aussi faire une autre petite parenthèse avant de partir. LGBT, des fois je veux dire LGBT. Si on dit LGBT pour les années 70, c'est un peu un anachronisme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mouvement LGBT dans les années 70. Il y avait un mouvement gay dans les années 70, parfois un petit L entre parenthèses ou un petit E entre parenthèses pour inclure des femmes. C'était essentiellement un mouvement gay puis un mouvement lesbienne, les deux étant séparés. Dans les années 90, la mixité va commencer, mais il n'y avait pas de B, puis il n'y avait pas de T, puis c'est aux États généraux de 2004 que vraiment il y a eu le mouvement et endossé, du moins en principe, l'inclusion LGBT. Je dis en principe parce que ça a pris pas mal une décennie à peu près pour que ce ne soit pas juste une inclusion dans le nom, mais dans les revendications comme telles. Bon, alors, rappel des dates. Alors, au Québec, reconnaissance des couples de même sexe qui vivent en union de fait en 1999. Au fédéral, l'année suivante, 2000, donc reconnaissance des conjoints qui vivent en union de fait. Au Québec, en 2002, création de l'union civile, qui est un quasi-mariage. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment un quasi-mariage. On ne pouvait juste pas l'appeler mariage parce qu'on aurait usurpé les compétences fédérales et n'importe qui aurait pu aller devant le cour pour dire que ce n'était pas conforme, que le Québec avait outrepassé ses juridictions. Mais sinon, dans les faits, c'est un quasi-mariage. Et reconnaissance des droits parentaux, c'est-à-dire que depuis 2002, la loi reconnaît qu'un enfant peut avoir 2 pères ou 2 mères sur son certificat de naissance et les parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les parents de sexe différent. Au Canada, accès au mariage par décision de la Cour dans plusieurs provinces et territoires entre 2003 et 2005. Donc, avant même que la loi soit adoptée, il y avait déjà 80% de la population à peu près où on avait accès au mariage par des décisions de cours, de tribunaux.
Et la loi a été adoptée en 2005 et là, généralisée à l'ensemble du territoire canadien. Et ici, on voit nos premiers mariés au Québec, Michael Hendricks et René Leboeuf, qui font partie des personnes interviewées. Alors, mon hypothèse, c'est qu'à cause justement de la grande symbolique du mariage, et très souvent, on va à l'extérieur où même les gens nous parlent, puis ce qui incarne, ce qui symbolise la victoire du mouvement gay, c'est le mariage, c'est le mariage, c'est le mariage. Et donc, on pouvait penser qu'enfin, vous pouvez vous marier, puis c'était ce à quoi tout le monde aspirait. Or, l'histoire est plus complexe. Il y avait même eu un sondage de la revue Fugue auprès de ses lecteurs en milieu des années 95, où on demandait aux lecteurs de leur position sur différents sujets. Il y avait 10 revendications. Le mariage était le 10e le rang, c'était le 10e des revendications. Et la fin de la discrimination figurait au premier rang. Donc, on peut se demander comment ça qu'on est passé de la fin des discriminations au mariage, puis c'est un peu ça le fil conducteur de mon exposé. En fait, la discrimination en raison de l'orientation sexuelle est interdite depuis 1977 par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. De toute évidence, l'interdiction était dans la loi, mais n'était pas dans le quotidien de tout le monde, dans la vie de tous les jours, dans toutes les sphères de vie. D'après justement les témoignages des acteurs-actrices des luttes des années 90 qu'on a rencontrées, la demande pour une égalité de droits allait émerger d'une prise de conscience collective des discriminations et des injustices qui étaient vécues et observées dans l'entourage immédiat, ainsi que, et c'est important, l'invisibilité sociale et l'indifférence des institutions face à ce qui arrive, bref, l'absence de reconnaissance sociale. Autrement dit, il y a des injustices, des discriminations, mais en plus, il y a cette indifférence et cette non-reconnaissance sociale. Années 60, les enjeux, je vais y aller rapidement parce qu'on en a parlé beaucoup pour utiliser, on en a parlé au cours ce matin. L'enjeu qui ressort le plus, c'est-à-dire les acteurs témoins hommes, ce dont ils nous parlent le plus, c'est la violence policière, la violence dans la rue, mais la violence policière qui touche les lieux de rencontre sociale, des gays, des lesbiennes. Les lesbiennes, les lieux sont moins nombreux, mais quand même. Et les queers, qui touchent les queers aussi, la répression du sex garage party en 90. Et le deuxième, oui. Alors, on voit ici, c'est Ross Higgins qui dit « On était tellement préoccupés par la lutte contre la répression parce que c'est devenu quelque chose d'incontournable. Des centaines de personnes se faisaient arrêter pour le simple fait d'être dans un bar homosexuel. Cela suffisait aux yeux de la police pour les arrestations. » Du côté des femmes, on voit que la préoccupation est un peu différente. Ici, c'est Claudine Metcalfe qui dit « Là, je réalisais que j'étais gay. J'avais personne autour de moi qui était gay. J'allais à la bibliothèque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. On n'avait pas de modèle en 82. On n'en connaissait pas des lesbiennes. Bien, on en connaissait quelques-unes, mais dans des romans, les lesbiennes, ça finissait mal, ça se suicidait. Les amours étaient bien difficiles. Des modèles positifs, il n'y en avait pas. C'était très underground, les lesbiennes à cette époque-là. On n'utilisait pas de mot lesbienne parce que lesbienne, c'était très connoté négativement. C'était un mot péjoratif associé à la pornographie. Donc, ce qui revient le plus souvent, là, c'est que ces deux exemples de citation, c'est ce qui revient chez plusieurs témoins de l'époque comme étant les principales problématiques. Bref, on se cache, on vit dans l'ombre. Et donc, les actions menées vont être différentes. Les gays, ça va être vraiment les manifestations, bien que des lesbiennes participent, les manifestations contre la répression policière, aussi la bataille pour ajouter l'orientation sexuelle dans la Charte des droits de la personne. Les lesbiennes, ça va être pour se créer des espaces. Donc, je saute rapidement à un phénomène vraiment incontournable. Je le savais, je l'avais déjà lu, je l'avais déjà vu dans d'autres analyses de d'autres pays, mais ça revient beaucoup dans le VIH, l'épidémie du sida, qui va frapper. Ça ressort beaucoup dans les témoignages. Le sida arrive, fauche des vies, et c'est la panique parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi les gens meurent. Les gens meurent dans l'isolement le plus total parce que même dans le système hospitalier, on ne veut rien savoir des personnes parce qu'on ne sait pas comment la maladie se répand. Donc, les malades sont isolés très souvent, ils sont envoyés dans une chambre au fond, il y a des membres du personnel qui ne veulent pas aller les soigner. Les médecins ne savent pas comment les soigner. Même les personnes, les proches doivent se vêtir de tout ce qui est anti pour ne pas pogner, on ne sait pas quoi, parce qu'on ne sait pas justement comment ça se pogne. Donc, il y a vraiment un isolement des malades, puis l'état de santé décline très rapidement.
Donc, ça fait peur. La mort est là, elle est présente. C'est vraiment là, un effet choc qui désorganise les groupes et qui met en évidence des discriminations particulières, notamment à l'hôpital, les difficultés de l'absence de traitement, les difficultés d'accéder à des soins médicaux adéquats. Et si vous avez le mouvement ACTA, qui va avoir une branche montréalaise, qui reprend, là, peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît la citation, qui dit « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de cœur, c'est assez », qui était un extrait de poésie qui est sur les murs du Grand Théâtre à Québec. Quand le Grand Théâtre à Québec avait été créé, il y avait une sculpture de Jordi Bonnet et il y avait cette inscription. Jordi Bonnet avait incorporé dans sa sculpture cette phrase qui est d'un poète là, dont j'oublie le nom. Hein? Claude Péloquin, merci beaucoup. Et ça avait fait un scandale dans la ville de Québec où je venais. Cette phrase-là a été reprise dans le contexte du VIH, vous n'êtes pas écœurés de mourir, faites quelque chose donc, pour mobiliser les gens. Et une des choses dont ça va faire prendre conscience, c'est des injustices que moi j'appelle émotionnelles, c'est-à-dire que ton vécu amoureux n'est pas reconnu, et des injustices économiques. Alors, les deux citations, dont M. Pétrin, quand tu arrivais à l'hôpital, tu n'avais pas de reconnaissance juridique. Donc, ton conjoint qui va à l'hôpital, qui est en phase terminale, tu n'as pas le droit de le voir, même si ça fait 20 ans que tu es ensemble, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Parce que seulement la famille peut aller voir les conjoints malades. Donc, tu t'exclus d'une vague de soins d'une personne qui est malade et qui va mourir. Mais même si c'est ton conjoint depuis 5, 10, 15, 20 ans, peu importe, tu n'es pas reconnu, tu n'as pas d'affaires, autrement dit. Et des injustices économiques, donc Roger Leclerc, qui raconte que le premier moment clé de son militantisme, c'est le décès de son conjoint en 82 du sida, où j'ai été confrontée à l'époque à une famille qu'il n'avait pas vue depuis des années parce qu'il était gay et banni. Et moi, qui étais le conjoint, je me suis retrouvée à l'église, après le décès, sur le dernier banc en arrière. Il n'a rien eu à dire dans toute cette cérémonie et lui-même s'est fait expulser du logement que je partais avec mon conjoint le lendemain. Parce que le logement, automatiquement, était aux héritiers. Les héritiers, c'était dans la famille. Donc, le conjoint n'était pas reconnu. Donc, ça, c'est des gens, c'est ça que je mets ici, c'est parce qu'on les retrouve en général chez plusieurs témoins. Pour les lesbiennes, le VIH ne frappe pas de la même façon. Il y en a qui vivent des injustices économiques parce qu'il y a une conjointe qui décède. Mais essentiellement, la mobilisation autour des enjeux législatifs va venir des questions de maternité. Celles qui sont devenues mères dans le cadre d'un mariage hétérosexuel et qui divorcent et qui souhaitent avoir la garde de leurs enfants risquent de perdre la garde. Et il y a une personne qu'on a interviewée, Anne Robinson, une juriste, qui avait fait des travaux là-dessus, qui avait documenté que oui, dans des jugements, si la personne vivait avec une autre femme ou avait des touchés avec une autre femme, si les deux femmes s'embrassaient, la garde n'était pas accordée. Autrement dit, la garde pouvait être accordée à condition que vous ne cohabitez pas avec votre conjointe, que vous ne l'embrassez pas, que vous ne la touchez pas, bref, que vous ne la voyez pas, bref, que vous n'êtes pas lesbienne, parce que si vous êtes comme une femme célibataire monoparentale, vous ne vivez pas votre lesbianisme. Et sinon, les conjoints, la garde était refusée. Et ici, dans un cas, on a une militante qui est devenue militante parce que justement, elle a vécu avec une conjointe qui avait un enfant, des difficultés assez importantes, parce que, en fait, l'ex de sa copine a décidé de prendre l'enfant avec lui, donc de reprendre l'enfant, puis les a accusés d'abus sexuels sur l'enfant. Et là, la DPJ s'est mise là-dedans, puis c'était des lesbiennes, donc c'était sûr que c'était des perverses sexuelles. Donc, l'a priori, c'était que les femmes étaient dans le tort et abusaient de l'enfant. Donc, elle a dit, j'ai l'impression que tout mon monde explosait. C'était des fausses accusations. On a été l'objet d'harcèlement juridique, des fausses plaintes pendant 4 années, de 89 à 93. J'avais entendu beaucoup d'histoires de discrimination, d'oppression, mais comme un peu en théorie, c'est une bonne théoricienne. Mais là, quand ça m'est arrivé à moi, je ne pouvais pas le croire. Avec toutes les ressources que nous avions, elle a perdu la garde de son enfant. Et de ne pas trouver d'avocate capable de dire le mot lesbienne à la cour, le mot homosexualité ou le mot orientation sexuelle, ça lui faisait peur. C'est ce qui m'a fait m'orienter d'une perspective de soutien à une perspective d'égalité juridique. Donc, elle a changé son militantisme pour aller vers des luttes législatives. Par ailleurs, il y a des femmes dans les années 90, et ça part d'abord avec des femmes qui sont en couple et qui veulent créer des familles, qui veulent avoir des enfants et qui se rendent compte, là aussi, que c'est pas si facile que ça, que comme lesbienne, individuellement, ça va,
mais que quand elles veulent créer une famille, elles se butent à des obstacles. Donc, ici, je vais revenir plutôt ici. Ici, c'est Mona Greenbaum, que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute, qui raconte qu'un des moments clés de sa trajectoire, vous voyez, ça se commence souvent d'ailleurs par mon moment. Moi, qu'est-ce qui m'a amené dans le militantisme? C'est ce qu'on demandait aussi. Qu'est-ce qui a amené dans le militantisme? Alors, Mona qui dit un moment clé, ça a été la naissance de mon premier fils. Je n'étais pas du tout militante au début. Comme lesbienne ouverte, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience à Montréal. Quand j'ai voulu fonder une famille, j'ai eu des difficultés. J'ai été refusée d'une clinique de fertilité. Un peu plus loin, elle dit, on a constaté dès le départ qu'on n'avait pas de droit. Quand j'étais enceinte de 3 mois, nous avons su que ma conjointe, mère non biologique, elle n'avait pas de droit. Il y avait déjà 40 femmes dès notre première réunion où là, ils vont fonder l'Association des mères lesbiennes. Ils vont juste lancer un appel, puis la réponse va être massive et rapide. Il y avait déjà 40 femmes dès notre première réunion. On s'est parlé ensemble, on a vu que c'est sûr qu'il y avait de grandes lacunes en termes de protection légale pour nos enfants. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Alors ici, c'est Mona et sa conjointe qui n'avaient pas de droit au début. Qui vont. Donc, les femmes vont se mobiliser bien davantage. Les femmes qui vont se mobiliser, disons ça autrement, les femmes qui vont se mobiliser autour des enjeux de l'égalité juridique, les lesbiennes qui vont faire ça, sont beaucoup les lesbiennes mères. Si je reviens au début des années 90, puis on regarde qu'est-ce qui a été fait, donc les enjeux, on les a vus, qu'est-ce qui a été fait en termes d'action collective, un moment clé dans la mémoire de beaucoup d'acteurs, c'est quelque chose qu'on oublie des fois, mais c'est vraiment ce qui est ressorti beaucoup, c'est une première, en fait, une alliance avec la Commission des droits de la personne. Le gouvernement ne bouge pas, le gouvernement intervient trop peu par rapport aux questions de sida, par rapport aux questions de violence que subissent les hommes gays, violence policière, mais aussi violence individuelle. Il y a une série de meurtres non élucidés dans le village. Et ça va être comme un peu la cerise sur le Sunday, parce que les meurtres, il y a des hommes qui se font tuer et quand on regarde les causes, on s'aperçoit que c'est souvent des gens qui suivent certains trajets ou qui vont aller dans les lieux de rencontre homosexuels qui sont victimes de meurtres, puis qu'il y a des patterns de meurtres en série, qu'on pourrait dire. Mais les policiers ne font pas enquête. Les policiers n'ont aucune idée de toute façon de comment faire enquête et comment faire intervenir la question des lieux de rencontre homosexuels plus ou moins cachés. Dans ça. Donc, c'est l'inertie policière. Alors, ça aussi, ça va jouer dans le VIH, les meurtres non élucidés. Ça va jouer dans la mobilisation des gens. Il y avait un lieu de concertation qui existait, mais qui était plus comme un lieu d'échange, qui va porter différents noms, qui est un peu instable, mais qui va se structurer. Et là, les gens vont commencer à l'utiliser non pas uniquement comme un lieu pour dire qu'est-ce que tu fais ce mois-ci, qu'est-ce que je fais ce mois-ci, mais comme un lieu de coalition et de concertation autour de revendications politiques. Et on va exercer des pressions sur la Commission des droits de la personne pour que la Commission fasse enquête sur les violences et les discriminations envers les gays et lesbiennes. Alors, il y a des pressions politiques qui se font, du lobby politique. Il y a même une menace de outer le ministre de l'époque. Là, il y a beaucoup de débats là-dessus parce que les lesbiennes sont plutôt en désaccord avec ça. Il y en a qui disent que c'est la seule façon dont ça va bouger. Finalement, c'est difficile de dire rétrospectivement qu'est-ce qui a fait bouger. Ça a fini par bouger. Mais l'idée, c'était, et la stratégie derrière de ça, c'était de dire on va commencer à discuter avec la Commission. Parce que nous, on voulait que la Commission témoigne de l'injustice qui nous était faite. Et la seule façon, c'était par des audiences. Et ce qu'on se disait, c'est que si on a ce jugement de la Commission des droits, le gouvernement va être obligé d'agir. Donc, on est allé chercher la légitimité de la Commission, si on veut, en matière de droit. Et c'est un succès, 6 jours d'audience, 75 mémoires, 41 recommandations, pas 71, le document. Et ça aussi, dans les témoignages, c'est vraiment vu comme un moment tournant. D'abord parce que en préparant les audiences, les gens sont obligés d'écrire des mémoires, de préparer leurs textes. Fait que là, ils se mettent à documenter les discriminations qu'il y a. Et en documentant ça, ils s'aperçoivent que de l'ampleur de ces discriminations. Parce que là, ils racontent du côté des lesbiennes, beaucoup de lesbiennes sont réticentes à aller témoigner, mais il y a du travail qui se fait en disant, mais toi, c'est déjà arrivé de perdre un logement, perdre un emploi. Et ça s'écrit, puis là, on commence à documenter, à calculer. Je voudrais presque à faire des études, mais il n'y avait pas encore d'enquête vraiment à ce moment-là. Donc, on réalise l'ampleur des discriminations, même chose du côté des hommes. Ensuite, il y a une collaboration, et c'est ici que la mixité commence dans le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration entre les hommes et les femmes pour
pour ces audiences-là. Il y a des tensions, les femmes sont très minoritaires. Les hommes insistent beaucoup sur les rapports avec les policiers, les lesbiennes sont moins impliquées là-dedans, veulent que ce soit plus les discriminations au travail, etc. Il y a, puis là, on n'aura pas le temps d'en parler, il y a des tensions hommes-femmes, lesbiennes, gays, récurrentes autour du leadership, des stratégies, ce qu'on fait du hotting ou pas, des revendications. Mais j'aurais pas trop le temps d'en parler, mais il reste que l'alliance, la mixité va quand même s'installer et elle est encore là. La commission va faire enquête et va formuler un ensemble de recommandations. Et là, le mouvement va se coller aux recommandations de la commission. On peut discuter de ça. Moi-même, à l'époque, je trouvais que c'était trop collé, c'était trop juridique, c'était trop droit. En tout cas, bien là, il y a plusieurs. Mais le mouvement organisé, c'est ça qu'il va choisir, de se coller aux revendications de la commission, aux recommandations de la commission et d'en faire son agenda politique. Et c'est Roger Leclerc qui dit, moi, ce que j'avais dit à ce moment-là, voilà notre feuille de route pour les prochaines années. Il faut que les groupes gays et lesbiennes fassent respecter ces 41 recommandations. Donc, à la même époque aussi, va émerger un militantisme dans le monde syndical. Or, dans le monde syndical, un des défis qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes gays et lesbiennes qui sont là, il y a des travailleurs qui perdent leur conjoint et qui n'ont pas le droit au congé en cas de deuil ou tout ça, parce que justement, ce n'est pas reconnu. Donc, ils n'ont pas les droits auxquels les autres travailleurs syndiqués ont droit, que ce soit l'accès au fonds de pension, que ce soit le congé en cas de maladie du conjoint. Alors, ce militantisme syndical se développe et il va lui aussi emprunter au langage des droits et à la notion de discrimination parce que c'est un langage qui peut se comprendre dans les syndicats. C'est un langage, en fait, les gays et lesbiennes doivent montrer que leur problème, ce n'est pas une question de sexualité, c'est un problème de droit et c'est un problème de discrimination. Et à ce moment-là, vont emprunter aussi le langage des droits pour dénoncer les injustices. Et oui, c'est ça. Et à droite, on est dans un contexte syndical. Donc, en même temps, il faut montrer que c'est une question syndicale, que la discrimination au travail, c'est quelque chose que les syndicats doivent se préoccuper. Que la reconnaissance des conjoints, de fait, c'est une question syndicale. Ce qui n'était pas évident, hein? Vous arrivez homosexuel, on pense tout de suite à perversion sexuelle, on pense à sexualité, on pense à pornographie, on pense à toutes sortes de choses, on ne pense pas en termes de droits. Donc, pour revirer ça, les militants vont s'appuyer beaucoup sur le langage des droits et des enjeux comme l'enjeu de la discrimination envers les conjoints, de fait qui ne sont pas reconnus. Ici, c'est des photos là, de la mobilisation syndicale, de l'intersyndicale du Forum des gays et lesbiennes qui a existé à une certaine époque. Il va y avoir également, donc, l'enjeu majeur des luttes qui va émerger, c'est la reconnaissance des couples de même sexe à cause de ce qui est vécu, c'est-à-dire les droits parentaux du côté des lesbiennes, puis les situations de non-reconnaissance des couples du côté des hommes gays. Et les stratégies vont converger vers ça. Il y a plusieurs stratégies qui vont être déployées. Les stratégies syndicales, les centrales syndicales vont faire un objet de convention collective, vont négocier cet enjeu-là dans les conventions collectives, notamment dans le secteur public, qui est un secteur moteur à cette époque-là, donc c'est assez important. À vrai dire, ça va être obtenu dans le secteur public avant d'être obtenu par la loi. Il va y avoir des stratégies judiciaires aussi qui vont être employées. Par exemple, le couple Hendrix-Leboeuf va aller, en toute connaissance de cause, va aller demander une licence de mariage, sachant que ça leur serait refusé. Donc, il va aller demander ça à la mairie de Montréal. Il savait à l'avance que ce serait refusé. Il avait invité les journalistes, puis les journalistes témoins d'eux, donc c'était tout pensé. Mais l'idée, c'était de faire juridiquement, d'essayer d'obtenir une reconnaissance comme conjoint. Et si, comme là, si c'était refusé, bien là, ça leur permettait d'aller en cours pour dire que c'était discriminatoire. Fait qu'il y a eu quelques opérations comme ça. Il y a eu des couples, dont moi-même, je pense, genre, aussi, qu'on avait essayé aussi une démarche, même pour se faire reconnaître comme conjoint. On était des conjoints, mais pour qu'ils soient reconnus. Mona Greenbaum va essayer aussi des démarches juridiques pour faire reconnaître sa conjointe, mais tout ça ne fonctionne pas en général. Et d'autres stratégies qui vont être employées, c'est les stratégies de représentation politique, c'est-à-dire du lobby auprès des différents partis pour les convaincre du bien fondé des revendications. Le lieu de concertation va prendre forme en 1993, va prendre le nom de Table de concertation des gays et lesbiennes de Montréal, qui va devenir Table de concertation des gays et lesbiennes du Québec, qui va devenir l'actuel Conseil québécois des gays et des lesbiennes, qui va devenir le Conseil québécois
LGBT, qui est son tout dernier long. Donc, cette table, ce lieu de concertation va demeurer en place. La table de concertation pour chercher des appuis pour la reconnaissance des conjoints va mettre sur pied une coalition pour la reconnaissance des conjoints de même sexe. Et ça, en termes de stratégie, c'est important. Autrement dit, le secteur LGBT va faire des alliances avec d'autres groupes de la société civile, notamment les syndicats, la Fédération des femmes du Québec. Donc, va aller et oui, c'est ça, je l'ai mis ici, Coalition pour la reconnaissance des conjoints de même sexe, avec 2 leaders du monde syndical ici. Donc, autrement dit, on va faire des alliances avec d'autres secteurs pour accroître, élargir, étendre l'appui aux revendications LGBT, qui d'un côté sont perçues comme c'est juste une petite minorité, d'un autre côté, parfois, sont perçues comme extrêmement coûteuses. Le gouvernement va faire des études parce qu'il pense que ça va coûter des milliards de dollars pour reconnaître les conjoints. C'est pas le cas. Mais sur le plan politique, c'est important de faire des alliances parce que les gays et lesbiennes sont perçus quand même comme un groupe numériquement restreint. Et donc, cette alliance-là va de façonner à l'externe et va durer tant aussi longtemps que l'égalité juridique ne sera pas obtenue. Il y a d'autres activités qui existent, qui se font. En fait, toute la mouvance autour de diversité qu'on appelait à l'époque, et maintenant Fierté Montréal, qui va, c'est-à-dire à chaque année, un défilé annuel avec des activités communautaires qui vont se mettre sur pied, puis qui n'ont pas le même objectif politique, si on veut, puis qui représentent tout à fait les mêmes tendances politiques non plus. Mais la jonction qui va se faire, c'est que les syndicats vont participer à ce qui s'appelait à l'époque la manifestation de diversité. Et également, les revendications autour du mariage vont être présentes. Par exemple, Hendrix Leboeuf raconte que la première fois qu'ils ont eu l'idée de se marier, en fait, ils ont déguisé un peu des gens en mariage, parce que c'était un défilé, hein, on se déguise dans toutes sortes d'affaires. Puis là, ils ont vu que les gens de la foule applaudissaient beaucoup, ça passait bien, donc ils se sont dit, oui, on y va pour ça. Puis après, ils amenaient les symboliques du mariage dans cette parade-là pour voir l'opinion des gens, puis faire connaître la lutte. Donc, les deux actions vont se rejoindre et diversité à cette époque-là acquiert aussi une capacité de mobilisation. Il y a beaucoup de monde. Autrement dit, on parle de quelques centaines à quelques milliers, voire à plusieurs milliers de personnes. Donc, il y a une grosse visibilité sociale à ce moment-là qui permet de mettre en vedette les revendications. Une autre stratégie qui va être employée, et puis excusez les pliages de journaux, mais ça c'était fait avec des vraies coupures, c'est que pour les familles homoparentales, notamment, ils vont vraiment avoir une stratégie médiatique. Parce qu'on leur dit que leur fait. OK, petite parenthèse. Au moment de la loi sur l'union civile, il y a des gens qui favorisent la reconnaissance des conjoints, puis les mères lesbiennes, qui sont le groupe le plus mobilisé, c'est pas tant la reconnaissance des conjoints, c'est la reconnaissance des rôles parentaux qu'elles souhaitent. En tant que mère, c'est celles qui sont concernées par ça, c'est celles qui sont plus mobilisées. OK? Et donc, il va y avoir un petit peu de tension. Est-ce qu'on inclut la revendication d'être parent, de reconnaissance des parents? Il y en a qui craignent que ça comme c'est moins approuvé dans l'opinion publique et par les politiciens, il y a plus de réticence. Donc, c'est scrap, c'est-à-dire que ça nuise à la demande de reconnaissance des conjoints. Il y en a d'autres qui disent, bien, on se bat pour ça, donc c'est important. Donc, il va y avoir à l'interne des tensions. Puis, avec le pouvoir politique, la revendication, en fait, dans un premier projet, la revendication-là est enlevée. Puis, dans le fond, le message du ministre de la Justice, c'est de dire, bien, écoutez, l'opinion publique est plus réticente à reconnaître des parents que les conjoints. Donc, nous autres, on est bien prêts à les reconnaître, mais il faut que l'opinion publique soit plus favorable. Alors, la réponse que l'Association des mères lesbiennes va donner, c'est, bien, OK, on va se faire connaître. Puis, leur argument, c'était, on est là, on existe. Notre problème, c'en est un de reconnaissance, parce que le gouvernement dit toujours, on ne veut pas encourager les familles ou qu'on ne veut pas multiplier les familles. Puis, les autres, elles disent, bien, on est là, c'est pas une question on est juste là, on n'est pas reconnu, puis on souffre de discrimination. Donc, à partir de ça, ils vont faire une campagne médiatique. Puis, juste pour vous rappeler là, que c'était pas évident, parce qu'à la même période, peu de temps avant, il y a une famille ici qui a été interviewée, puis on ne le voit pas trop, mais tous les visages ont été brouillés. Comment c'était
gênant ou difficile d'aller devant les médias en tant que famille, parce qu'on risquait d'être stigmatisé ou de voir nos enfants stigmatisés. Et puis à droite, on voit Mona et sa conjointe et leurs 2 enfants qui, elles, décident d'aller au front dans les médias. Il y a une autre famille aussi, mais ils ne sont pas nombreuses, les familles de l'Association Animales Lesbiennes, qui ont ce culot-là, ce front-là d'aller dans les médias, de se faire voir comme famille pour montrer qu'elles existent, puis elles répondent à toutes les questions, elles acceptent toutes les invitations des journalistes. Donc, c'est une dernière stratégie qui est employée. OK, je reviens au mariage. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les luttes s'inscrivent d'abord dans une prise de conscience d'une situation personnelle confrontée à des conditions inacceptables. Le sentiment d'injustice, de non-reconnaissance, de discrimination nourrit des motivations pour changer ces conditions en se mobilisant et en s'organisant. Alors, les récits font clairement état de la source éminemment personnelle de l'engagement et de l'adoption d'un large registre d'actions, incluant des actions juridiques qui vont être amplifiées par l'institutionnalisation de la Charte des droits, qui est un document essentiel dans les luttes pour l'égalité. En fait, le tournant qu'on voit, on s'aperçoit qu'il y a des démarches juridiques, judiciaires qui vont être entreprises, mais essentiellement, ce qu'on voit, le tournant qu'on voit, c'est l'empreinte d'un langage référentiel de droit. C'est plus, c'est moins le fait de s'adresser aux tribunaux, on le voit ça, mais c'est moins ça qui est central que le fait de développer des revendications inspirées de la Commission des droits, inspirées du langage de la discrimination, inspirées du langage de l'égalité, donc inspirées largement des concepts et des référentiels du droit. Et là, à partir du moment où on fait ça, forcément, on va axer les revendications autour du principe de l'égalité, autour du langage du droit pour dénoncer les injustices ressenties, l'absence de reconnaissance sociale, mais l'adoption d'un regard juridique qui définit la discrimination comme un traitement différent pour une situation identique va mener inévitablement à la revendication d'une égalité. La discrimination au sens juridique, c'est que vous êtes dans une situation semblable, vous n'êtes pas traité de la même façon. Donc, forcément, ça nous met dans on veut le même traitement. Et à partir de ce moment-là, la revendication de l'égalité, la revendication, la formulation des revendications en termes d'égalité, en termes de même situation, va s'imposer. Et là, ça va vraiment se faire vite. Là, quand je vous disais, au milieu des années 90, le mariage arrive en 10e, bien là, ça va monter, puis les revendications, les demandes vont se formuler en termes, on veut avoir les mêmes droits, on veut avoir les mêmes options, on veut être égal. Alors, Yves Lafontaine, je continue la même citation, à partir du moment où on a intégré la question que la discrimination était illégale, tout le reste a déboulé rapidement, parce que si tu dis que tu ne peux pas discriminer dans les lois, tu ne peux plus discriminer aussi au niveau de la reconnaissance des conjoints, tu ne peux plus discriminer au niveau du mariage, tu ne peux plus discriminer. Donc, à ce moment-là, l'orientation des demandes est assez évidente. Autrement dit, on adopte la matrice du droit. Et ça va avoir des avantages, notamment parce que ça va favoriser, ça va être une matrice commune, un langage commun entre les gays et lesbiennes, alors que les lesbiennes avaient un langage beaucoup plus critique face à l'organisation sociale, la sexualité, face à l'hétérosexisme, face à l'obligation hétérosexuelle. Mais en adoptant le langage du droit, ça va donner un langage commun aux gays et aux lesbiennes. Ça va permettre une mixité organisationnelle, ça va permettre d'adopter des stratégies politiques communes, ça va permettre d'interpeller les gouvernements qui écoutent le langage du droit, ça va permettre de mettre aussi en alliance la Charte des droits, ça va permettre de tisser des alliances stratégiques avec la société civile, mais c'est sûr que ça va embarquer le mouvement LGBT dans une demande d'égalité ou d'assimilation. Si là, je prends un autre point de vue, dans une démarche d'assimilation aux institutions telles qu'elles sont ou telles qu'elles existent. C'est-à-dire que le mariage tel qu'il existe, les reconnaissances de couple telles qu'elles existent, et non pas une critique de ces institutions-là, qui est un point de vue qu'on va perdre, qu'on va temporairement, tout le moins, mettre de côté. Donc, le point de vue queer, par exemple, ne sont pas du tout dans ça. Et je crois que oui, c'est ça. Dans les années 2000, bon, l'égalité juridique était atteinte, on va vouloir l'égalité sociale. Donc, l'action va s'orienter vers la démystification, la formation. On va voir apparaître beaucoup d'organismes qui font ça. On va continuer de démystifier dans les syndicats aussi. On va voir apparaître des mouvements sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder. Les COWFLM, Gay and Lesbian Lesbians of Montreal,
El Armario Abierto, qui était une émission de radio qui, je pense, existe encore espagnole, donc les hispanophones. Donc, on voit apparaître une mouvance LGBT ethnoculturelle. Et on voit apparaître une mouvance également. Oui, je veux parler d'un petit mot des trans. En fait, une seule personne trans est intervenue aux audiences de la Commission des droits de la personne en 1993, c'est Viviane Lamastre. Et je le disais tout à l'heure, l'acronyme LGBT ne sera adopté qu'en 2004. En fait, le mouvement trans va d'abord s'organiser à partir du travailleur du sexe, autour de Stella notamment et autour de la STEC, avant d'avoir, puis il y a l'ATQ qui va être là, mais qui est comme un peu parallèle au mouvement LGBT. Et donc, ces mouvements-là vont se rejoindre uniquement dans les années 2000. Et ce qu'on va voir également, donc, c'est une mouvance autour des enjeux touchant les jeunes. Et là, je laisse la parole, et heureusement, il est temps, et puis une voix. Je laisse la parole donc à Olivia. On va mettre un micro. Voilà. Alors, bonjour, moi je vais présenter un petit volet de cette vaste recherche. J'embarque dans l'analyse des données il y a à peu près 2 ans. Et en analysant nos données, une différence frappante entre les générations d'activistes et l'émergence d'un militantisme autour des enjeux concernant les jeunes LGBTQ. Donc, les enjeux LGBTQ semblent émerger dans le discours des activistes à partir des années 90, alors que les activistes des décennies précédentes que nous avons interrogés n'ont pas soulevé ou défini de façon spécifique ces enjeux. Donc, nous nous sommes attardés sur cette particularité et nous avons tenté de retracer, documenter l'émergence des enjeux concernant spécifiquement les jeunes LGBTQ en partant bien sûr du point de vue des militants et des militantes. Donc, dans cette présentation, je vais répondre aux questions suivantes. Comment les leaders communautaires présentent-ils les enjeux touchant les jeunes LGBTQ? Quelles sont les stratégies d'action privilégiées à cet égard et quel bilan est-ce que ces activistes font de leurs actions? Alors, un point rapide sur la méthodologie. Donc, dans l'échantillon global présenté précédemment par Lynn, nous avons sélectionné des militants suivant 2 critères. Avoir eu un engagement communautaire dans des organismes jeunesse LGBTQ ou des militants qui articulent un discours sur les enjeux touchant les jeunes LGBTQ. Donc, l'échantillon que nous avons obtenu nous donne un sous-groupe de 8 participants, donc 6 qui se définissent comme gays, 2 comme queer ou non-binaires. 2 participants appartiennent à la seconde cohorte et situent donc le début de leur militantisme dans la période des années 90, et les 6 autres appartiennent à la 3e cohorte, soit à partir des années 2000. Donc, ce sont majoritairement des jeunes, sauf les 2 qui sont impliqués depuis les années 90. Donc, je pense qu'on parle de à peu près 38 ans, 42 ans pour les 2 interviewés. Donc, ainsi, le discours des militants porte sur la période allant de 90 à 2014. Alors maintenant, présentation des résultats. Tout d'abord, à partir des discours des militants interrogés, on peut identifier 3 catégories d'enjeux qui ont motivé leurs actions dans le mouvement auprès des jeunes LGBTQ. Premièrement, les militants rapportent que suite à l'affirmation de leur orientation sexuelle, ils ont rapidement été confrontés à plusieurs expériences de discrimination. Donc, plusieurs vont nommer le malaise de la famille et l'entourage vis-à-vis de leur orientation sexuelle, ceux qui vivent éloignés des grands centres urbains. Donc, par exemple, dans la région de Lanaudière, Bas-Saint-Laurent, vont décrire un isolement lié au manque d'informations ou de lieux de socialisation. Un isolement qui serait encore plus fort chez les jeunes qui s'identifient comme trans, non-binaires ou queer. On a un militant, Éric Bisson, qui rapporte une expérience de discrimination dans son milieu de travail au début des années 2000. Alors qu'on lui refuse un congé lorsque son copain est malade.
Et finalement, des militants rapportent aussi en tant que témoins ou victimes des expériences de violences physiques et verbales en raison de leur orientation sexuelle et expression de genre. Une des problématiques soulevées également par les jeunes militants dès la fin des années 80 est la question de l'intimidation vécue par les jeunes gays et lesbiennes dans les écoles. En 1989, alors que cette problématique est encore mal cernée, c'est un sondage auprès de jeunes qui participent au groupe de discussion de l'organisme Jeunesse Lambda qui met à jour que le milieu scolaire rendu au secondaire constituait l'un des environnements les plus difficiles à affronter dans le parcours de vie des jeunes LGBTQ. Donc, Jeunesse Lambda prend alors l'initiative au départ de faire la tournée des écoles pour parler de leur organisation nouvellement créée. Mais cette initiative va se retrouver rapidement justifiée dès la première école visitée. Donc, comme le rapporte ici Méran dans cette citation, on arrive à l'école secondaire et puis là, le prof nous dit « Ah, vous tombez bien, on a eu un petit gars qui a fait une tentative de suicide à cause de l'homophobie à l'école. On a dû faire son coming out auprès de ses parents, on n'avait pas le choix, ça n'a pas bien été. Il est là-bas. On lui a dit ce que vous venez de faire, ce que vous venez faire. Puis là, on est là, la grosse goutte de sueur, puis bon, ça commence bien. » Fin de la citation. Donc, un autre enjeu constaté par les militants au début de leur engagement est aussi la quasi-inexistence des services communautaires ou autres à l'intention des jeunes LGBTQ. Valiquette, un des répondants, fait remarquer qu'en 1999, il n'y a aucune ressource pour les jeunes LGBTQ à Terrebonne dans la région de la Naudière. Et la PRAD rappelle qu'il y avait peu d'organismes pour les jeunes à Montréal au début de son implication entre 2000 et 2005, alors que dans les espaces qui existent déjà pour la communauté LGBTQ et le village gay, certains jeunes ne se sentent pas toujours les bienvenus. Donc, dans l'extrait suivant, il ajoute que les jeunes LGBTQ se plaignaient du fait que le village est un endroit hypersexualisé et commercial. Donc, début de la citation. En fait, les jeunes se plaignaient souvent aussi que le village est un espace hypersexualisé qui apporte du positif. Le but n'est pas simplement de faire du bas trash du village, mais de reconnaître que d'un côté, c'est un espace qui peut être d'appartenance, mais qui peut venir aussi avec des difficultés, un côté commercial qui fait peur ou qui fait en sorte que les gens se sentent moins. Donc, on voulait ouvrir un espace pour les jeunes où les gens n'auraient pas une obligation de consommer, n'auraient pas ou pourraient rencontrer sur une autre base que justement le flirt. Fin de la citation. Finalement, à partir du milieu des années 2000, dans les propos des militants, ce sont surtout les enjeux qui touchent les jeunes trans, mais renvoient aussi au système binaire du genre qui vont émerger fortement. Donc, l'une des revendications majeures porte sur l'assouplissement des procédures de l'état civil pour effectuer un changement de nom, obtenir des papiers d'identité correspondant au genre auquel la personne s'identifie et faire adopter ces changements par les établissements scolaires et les institutions publiques en général. Donc, alors, quelles sont les stratégies d'action qui ont été privilégiées par les militants pour répondre à ces enjeux? 3 types de stratégies d'action sont rapportées. La mise en place de services communautaires par et pour les jeunes LGBTQ, les interventions de sensibilisation dans les écoles et des manifestations et actions directes visant à sensibiliser le milieu LGBTQ et le grand public. Donc, premièrement, voici les organismes communautaires qui ont été rapportés dans les propos des répondants, donc soit mis sur pied par les militants ou alors que ces derniers s'y sont impliqués fortement. Donc, fin des années, est-ce que ça marche? Non, je n'avais pas d'image. Alors, fin des années, okay, voilà. Alors, fin des années 80, on nous parle de Jeunesse Lambda. Donc, un répondant, Miran, raconte l'historique de Jeunesse Lambda qu'on connaît aujourd'hui, qui serait parti de Lambda Youth, fondé à Montréal en 1976. Ensuite, dans les années 80, Lambda Youth devient Jeunesse Lambda Youth, un organisme bilingue avec une section francophone qui va s'autonomiser par la suite pour devenir Jeunesse Lambda en 87. Ensuite, au sein de Jeunesse Lambda, un comité se serait mis sur pied pour faire des interventions dans les écoles afin de démystifier l'homosexualité. Ce comité qui s'appelle Comité d'intervention sociale, qui va voir le jour en 89 et deviendra ensuite un organisme autonome connu sous le nom de GRI,
groupe de recherche et d'intervention sociale qui va prendre de l'expansion dans les décennies suivantes. Donc j'avais ici quelques images d'ailleurs du GRI. Années 90, on rapporte Jeunesse IDEM qui est né en 95, d'abord sous la forme d'un programme d'action préventive VIH qui venait du Bureau régional d'action SIDA pour les ARSA de l'Outaouais. Il va se transformer ensuite en organisme venant en aide aux jeunes de 14-25 ans qui s'identifient comme LGBTQ ou en questionnement. On nomme également Fondation Néo, en 99, créée par Valiquette pour pallier à l'absence de services pour les jeunes dans la région de la Naudière. Le NEO innove notamment en mettant sur pied des services et un milieu de vie pour les jeunes, mais aussi une ligne d'écoute par et pour les jeunes et un volet d'intervention sur le web. Ici, la citation, c'est un peu mélangé. Alors, la citation de Valiquette qui décrit un petit peu les activités de l'organisme. Au NEO, on avait la ligne d'écoute, puis pour nous, c'était important que ça soit un pari pour les jeunes. On avait développé aussi tout un volet d'intervention par le web. Puis c'était quand même pionnier au début des années 2000. Les sites web, c'était assez limité. C'était une vitrine. Donc nous, on avait déjà rapidement un forum, on avait un chat directement sur la page web. On se gardait vraiment à la fine pointe des sites web. On avait du flash, on investissait beaucoup sur le web. On se disait, les jeunes, on le sait qu'ils ont ce besoin-là d'anonymat, de confidentialité que le web permettait. Donc, fin de la citation. Donc, je reviens aux organismes. Année 2000, on a Alter Hero, qui a été fondé en 2002 par Olivier Ouellet, qui va également miser sur l'Internet en concevant un portail en ligne afin de démystifier toutes les questions sur la diversité des orientations sexuelles et de genre. Et dans les années 2000 aussi, il y a plusieurs groupes collégiaux universitaires qui ont été mentionnés, dont notamment la réclame à l'université, à l'UQAM ici, mais en gros, c'est impossible de dresser une liste exhaustive des groupes universitaires. Un dernier point, année 2000, on a le REJAC, regroupement d'entraide pour les jeunes allosexuels du Québec, qui se veut une fédération au niveau provincial, donc qui vise à concerter les organismes LGBTQ qui offrent des services aux jeunes. Donc, en effet, dans les années 2000, le militantisme jeunesse a déjà acquis une visibilité au sein du mouvement LGBTQ, avec la formation d'alliances et mise en place d'organismes qui fédèrent les organismes par et pour les jeunes. Il faut mentionner ici aussi que tous les organismes communautaires qui ont été créés vont être confrontés de manière continue à un défi majeur, qui est le sous-financement chronique qui va fragiliser le réseau de services par et pour les jeunes. Sans ressources financières, il est non seulement impossible de maintenir le personnel, l'offre de services, mais aussi pour les organismes de tenir un lieu physique permanent. Donc, deux répondants, Valiquette et Bisson, vont dire que le manque de financement aura été l'une des premières causes de disparition du REJAC. Donc, une deuxième stratégie d'action qui a été rapportée, les interventions en milieu scolaire menées principalement par le GRI, que nous connaissons bien, qui démystifie par la méthode du témoignage les conceptions sur la diversité de genre et orientation sexuelle. Les interventions du GRI vont acquérir une notoriété croissante. Et l'organisme qui devient de plus en plus sollicité par les établissements scolaires comme toutes mes citations sont un petit peu mélangées, mais tu l'avais, non, je pense que non, tu l'avais, oui. Ce n'est pas celle-ci que je voulais mentionner, mais enfin, Pilon qui va décrire en fait de quelle manière le GRI est devenu de plus en plus populaire. Citation, l'année avant que j'arrive au GRI, il faisait une trentaine de classes par année. Quand je suis arrivée, on a peut-être fait le double, 70. Puis, dès l'année 2000, je pense que là, il parle de 2000, on est monté au-dessus de 100, et puis c'est monté 200, 400, 500, 800. Donc là, on est rendu en moyenne à 1000 classes par année. Bien sûr, ça n'a pas monté d'un coup sec, mais d'année en année, ceux qui nous appellent continuent de nous appeler. Fin de la citation. Une troisième stratégie aussi qui a été rapportée, ça va être les manifestations et les actions directes. Donc, des organismes comme Politicu, un collectif activiste queer de Montréal, va se donner un mandat spécifiquement de sensibilisation politique et d'éducation populaire en privilégiant des actions directes, manifestations qui intègrent la performance artistique et plusieurs mises en scène. Donc, leurs actions
vont contester le système économique et social de façon générale et non pas seulement les discriminations envers les personnes LGBTQ. Ici, une description par Bruno Laprade. Donc, lors d'une parodie de remise de prix appelée le Gala des hosties de racistes, citation, on avait un speech justement pour parler de l'œuvre de Stephen Harper en matière de racisme, mais aussi d'homophobie, sa manière de couper les vivres au groupe féministe. Donc, faire un peu le lien entre l'ensemble de son œuvre pour dire à quel point il était fier d'accepter ce prix qui remettait en cause, en fait, les questions des droits de plusieurs Canadiens. Fin de la citation. Alors, dans l'entrevue avec ce répondant, il est très, très illustratif, il décrit de façon détaillée les manifestations, donc c'est très original, etc. Sauf que c'était difficile de trouver une citation qui illustre parfaitement tout cela. Donc, dernier point, le bilan que les leaders font de leurs actions. Alors, la plupart vont faire un bilan positif de leur engagement et des actions menées, autant par rapport à leur vie personnelle que par rapport à celle des jeunes LGBTQ dans l'ensemble. Donc, un effet positif sur les participants eux-mêmes avec l'augmentation de leur estime de soi suite à leur implication militante qui s'est souvent poursuivie pendant plusieurs années. Plusieurs militants expriment aussi le sentiment d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de vie des jeunes LGBTQ. Donc, par exemple, Marc-Olivier Ouellet qui exprime sa fierté pour avoir réussi à rejoindre, grâce à la plateforme Alter Hero, plusieurs milliers de personnes à travers la francophonie, dont un très grand nombre de jeunes. Pilon rappelle aussi qu'au-delà du succès quantitatif du GRI Montréal, les commentaires qui paraissent dans les questionnaires d'évaluation démontrent l'impact positif des interventions sur la vie des jeunes et de leurs familles. Donc, il en donne un exemple ici. Alors, les propos d'un jeune qui relève que suite au passage du GRI dans son école, ses camarades se sont montrés plus ouverts à son égard. Donc, citation. Il avait dit, quand vous êtes passé dans mon école, c'est comme si vous aviez passé l'aspirateur de l'homophobie. Puis là, il dit, du monde qui ne me parlait pas avant ou qui me criait des noms dans le corridor, venait me saluer pour dire, hey, salut, t'es gay, c'est cool, on en a parlé l'autre fois. Lui, il n'en revenait pas, que du jour au lendemain, ça avait fait changer la façon d'être perçue par les autres. Donc, tu te dis, il y a quelque chose qui change. Fin de la citation. Donc, les participants vont aussi noter le succès des alliances entre les organismes jeunesse et les organismes déjà présents dans le secteur communautaire. Malgré le défi des organismes constitués par les jeunes d'établir leur légitimité, selon la plupart des militants, ces organismes aujourd'hui trouvent une écoute de la part des élus, des institutions scolaires et municipales. Une victoire rapporté par un militant, c'est d'avoir été capable d'insérer les besoins des jeunes LGBTQ et leurs revendications dans l'agenda politique et par la suite d'avoir obtenu un soutien financier pour le financement d'un organisme, l'Astérix, vous connaissez probablement. Plusieurs vont souligner aussi les changements positifs dans l'opinion publique, soit une meilleure acceptation de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre. Bien que certains répondants vont émettre des réserves sur la profondeur de tels changements, donc tout ce qui est beaucoup plus les non-dits, donc la discrimination moins explicite. Je vais peut-être finir sur des questions qui émergent et qui n'ont pas trouvé de solution, mais qui ont été mentionnées par les répondants comme étant des enjeux actuels pour cette période, disons, depuis les années 2000, fin 2000, 2010. Donc, ils vont citer reconnaissance de l'homoparentalité dans les diverses sphères sociales, dont à l'école, l'accès à la parentalité pour les hommes gays, les restrictions aux dons de sang qui existent toujours pour les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, la criminalisation de la non-divulgation de son statut sérologique, tous les enjeux trans et enfants trans, les personnes intersexes et les luttes en faveur des groupes plus marginalisés comme les travailleuses du sexe et les personnes immigrantes LGBTQ. Donc, tous ces enjeux ont été nommés sans être forcément abordés de façon plus détaillée. Donc, voilà la présentation. Avec cette présentation, le but était de présenter un petit peu les contours de l'émergence d'une militance autour des enjeux touchant les jeunes LGBTQ. C'est sûr qu'il y a des constats à faire en comparaison avec les autres générations. Et je ne sais pas si j'interviens ici, Lynn, ou si tu veux que je poursuive. D'accord.